Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui de l'abus des pervers narcissiques et de la chose qui fait qu'on se sent victime ensuite. Un peu comme si on avait été agressé physiquement, sauf que là en l'occurrence on a été agressé mentalement par quelqu'un. Si jamais on avait été agressé physiquement, la chose se serait vue, on aurait des bleus, si jamais c'est un coup de couteau ou un viol, la chose peut se constater. Dans le cas d'un pervers narcissique, on est sur un autre type d'abus, on est victime psychologiquement d'une personne qui nous a descendu, qui a voulu abuser de nous. Et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, mon objectif est déjà de vous faire comprendre en quel point vous avez été victime de tout ça, savoir quel est le traumatisme qui est généré par ça après, et surtout voir comment faire pour s'en sortir de la manière la plus rapide possible. La toute première chose à savoir, c'est que le pervers narcissique est une personne qui a du plaisir à voir souffrir l'autre. Alors on pourrait se dire, sur la planète Terre, finalement, les gens sont tous gentils, les gens devraient s'entraider. Quand on a un problème, on devrait avancer ensemble pour faire que ça progresse. Sauf qu'en fait, on découvre que malheureusement, 2% de la population, qui est le pourcentage officiel de gens qui sont pervers narcissiques, sont des personnes qui nous veulent du mal. C'est-à-dire qu'ils ont du plaisir à nous voir souffrir. Ils ont un bonheur à détruire notre vie. Les personnes les plus intelligentes sont les personnes les plus exposées. C'est une étude qui date d'il y a un an qui explique que plus on est intelligent, plus on a de chances sur ces 2% de la population, de rencontrer ce genre de personnes. Donc, d'où est-ce que ça vient? Comment est-ce que tout ça est né? Comment est-ce qu'un pervers narcissique est devenu pervers narcissique? Comment est-ce que nous, on a été construits pour accueillir ce genre de personnes dans notre vie? Est-ce qu'on a été victime ou victime consentante? Parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent au téléphone, voilà, je pense que je l'ai laissé faire, donc je m'en veux, donc c'est de ma faute, j'ai même eu des enfants avec lui et c'est compliqué. On va voir en quel sens on a été victime ou victime consentante, on va en parler juste après, et comment faire pour gérer ce traumatisme. Avant de parler de tous ces sujets, parce qu'on va garder le moral dedans, même si c'est un sujet qui est dur, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification. Je vous rappelle aussi qu'il y a un quiz pour savoir si la personne que vous suspectez d'être pervers narcissique l'est ou pas. C'est dans la description de cette vidéo. Quand vous cliquez sur le titre sur votre smartphone, vous allez voir que ça va apparaître, et aussi dans le premier commentaire épinglé. Troisième chose, on a vu que les personnes les plus intelligentes sont les personnes les plus exposées. Souvent, une personne intelligente en fréquente d'autres qui sont aussi intelligentes. Donc moi, je vous transmets mon savoir, tout ce que je découvre, tout ce que j'ai dessus, je vous le donne. Ensuite, c'est à vous d'aller prévenir, avertir les gens qui sont dans votre entourage, qui peuvent en être victimes ou qui le vivent aussi aujourd'hui. Revenons sur la genèse du mal. Comment est-ce que ces monstres, le pervers narcissique, se sont créés? Le pervers narcissique a été créé de cette manière-là dans son enfance, par un environnement qui est toxique. Donc pensez à ça, quelle est la famille, quel est le père, la mère, les cousins, l'oncle, la grand-mère de mon pervers narcissique. Je sais que souvent c'est compliqué à savoir parce que le pervers narcissique cache ce genre de choses, mais on peut quand même avoir des espèces d'indications dessus. Quand l'autre dit oui, mon père était un peu dur, on peut finalement aller creuser un peu et découvrir qu'en fait c'était pas qu'un peu dur, c'était quelqu'un qui était traumatisant ou une mère qui était comme ci et comme ça. Donc on a peut-être des exemples pour savoir dans certaines situations qu'est-ce qui s'est passé et tirer le vrai du faux. Il y a deux types de polarités qui viennent créer ce pervers narcissique simultanément. Tout d'abord, on a très souvent un enfant qui a été abusé ou négligé. Ça peut être par exemple un père trop autoritaire qui a imposé les choses, un père défaillant qui a par exemple fait des choses qui n'étaient pas correctes, qui a eu peut-être des amantes, des maîtresses, ou qui était totalement négligent par rapport à ses enfants. Et la deuxième polarité, ça peut être l'autre, par exemple la mère qui a tout laissé faire, qui a été négligente et qui a tout offert et tout laissé faire pour compenser le rôle du père. Ça peut aussi être dans l'autre sens. Si c'est pas le père ou la mère, ça peut aussi être dans certains cas un oncle, un grand-père, une grand-mère, etc. Mais il y a ce type d'environnement qui a créé ça grâce à ces deux polarités et qui au final a créé un enfant qui n'avait pas de limite. Si jamais le père est trop autoritaire, il va imposer des choses à l'enfant et l'enfant ne pourra pas décider si oui ou non il a le droit d'accepter ça ou pas. C'est juste imposer. Donc les limites de l'enfant ont été franchies à chaque fois. Si jamais la mère laisse tout faire ou le père laisse tout faire, encore une fois, pas non plus de limite. C'est-à-dire que l'enfant peut demander ce qu'il veut, faire ce qu'il veut. On lui a jamais dit stop, donc il ne sait pas exactement
comment dire stop, comment dire non, et comme il n'existe pas de limite, il va pouvoir venir ensuite abuser de nous totalement. Ça crée aussi une forme de dépression chez l'enfant qui va garder toute sa vie. On l'a vu, le pervers narcissique est une personne qui ne change pas. Donc on arrive sur ce qui s'appelle une dérégulation émotionnelle, c'est-à-dire que les émotions du pervers narcissique ne sont pas accessibles. Typiquement, des sentiments comme l'amour, l'empathie, la compréhension n'existent absolument pas dedans parce que ça fait peur. Un enfant qui naît de manière normale, qui est aimé par ses parents, avec des parents qui savent dire stop quand l'enfant fait quelque chose de mal, etc., n'a pas peur de l'amour, il n'a pas peur d'aimer, il n'a pas peur de donner, de recevoir ou simplement d'arrêter de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Là, en l'occurrence, les émotions font peur. Si jamais j'ai aimé mon père quand j'étais jeune et que mon père était défaillant, dans ce cas, je peux avoir peur d'aimer, donc je vais totalement inhiber cette chose chez moi. Et il n'y a pas non plus d'émotions, sauf celles qui sont très très négatives. Dans les extrêmes, le pervers narcissique peut les reconnaître, comme par exemple la rage, la jalousie, la haine. Dans ce cas-là, il y a accès, il sait ce que c'est. La cible favorite du pervers narcissique est une personne qui est codépendante. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'un codépendant affectif? C'est une personne qui est souvent plus soucieuse de son entourage que d'eux-mêmes. C'est une personne qui fait passer les besoins de l'autre avant les siens. Si l'autre en face de moi est heureux, alors je m'autoriserai à être heureux. Si l'autre en face de moi est triste, alors je vais être triste également. Comme si ces personnes-là n'avaient pas le droit au bonheur et comme si ces gens-là, dont je fais encore partie, j'ai fait partie pendant une grande partie de ma vie, je suis encore sur le travail dessus. Tu dois rendre le monde entier heureux. Je suis coach, il y a aucun doute là-dessus, c'est mon objectif sur Terre, c'est juste qu'il faut travailler dessus et arriver à mettre des limites. Donc, le codépendant affectif trouve son bonheur, par exemple, dans aimer être la personne qui accompagne. Par exemple, tu as une personne qui est mal en face de toi, tu seras la personne qui l'accompagne pour le guérir. Tu es en couple qu'avec des personnes qui sont un peu défaillantes, tu dis c'est pas grave, je peux l'aider à être meilleur, je peux l'aider à changer. Sauf que bien souvent, cet accompagnement est plus nocif que bénéfique. Je vous donne un exemple très simple. Tu veux aider quelqu'un qui détruit sa vie, par exemple, qui boit beaucoup trop, qui fume beaucoup trop, qui a des comportements étranges à son travail, etc. Tu veux l'aider. Cette personne, déjà, d'une part, n'a peut-être pas demandé d'aide, tout court, et d'autre part, c'est pas réellement ton rôle en tant que, par exemple, personne dans un couple, et peut-être même pas en tant qu'ami, de l'aider là-dedans. Un couple, c'est peut-être juste censé passer des bons moments ensemble, rigoler, aller au restaurant. Un ami, c'est peut-être juste la personne avec qui tu bois un café ou 3 bières et ça s'arrête là. Mais tout d'un coup, ton rôle devient différent. Je dois aider cette personne coûte que coûte, même si elle ne me le demande pas. Donc, inconsciemment, on peut aussi arriver à des extrémités comme par exemple se dire que je vais maintenir l'autre dans son mal-être parce que ensuite j'aurai une bonne estime de moi. Si je suis toujours la personne qui vient le sauver, alors grâce à moi, il me sera redevable et donc j'ai une bonne estime de moi-même. Pourquoi est-ce qu'on devient codépendant affectif? Ça peut être une enfance perturbée, comme par exemple, on a un foyer qui est dysfonctionnel, on a vécu, étant jeune, peut-être un divorce, une séparation, un deuil, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. On peut aussi être la personne qui vient réparer le foyer, qui vient réparer la famille. On a été peut-être valorisé trop tôt. On nous a donné un rôle qui n'était pas le nôtre trop tôt. Depuis l'enfance, on a été celui qui a déjà résolu des choses. On avait par exemple une mère qui était capricieuse, un père qui était défaillant, et on a pris ce rôle beaucoup trop tôt de sauver les autres. On s'est dit, mon rôle, c'est de sauver cette famille en étant tel type de personne. Mes parents avaient tel type de projection sur moi. Pour qu'ils soient heureux, je dois me comporter comme ça. Ensuite, dès qu'ils seront heureux, j'aurai réussi ma mission. Et donc, il n'est pas rare de voir qu'une personne qui est codépendante affective est une personne qui essaye encore aujourd'hui de sauver sa famille ou d'aider sa famille dans certains types, dans une mesure, pour qu'ils soient heureux. Et donc, du coup, ils trouveront ceci dans une espèce de quête qui est vaine. On ne répare jamais ses parents. C'est même pas le rôle de l'enfant au final. Donc, au final, c'est une personne qui gère des problèmes qui le dépassent. Et c'est une personne qui se sent le seul ou la seule capable de guérir le mal-être de ses proches, donc la famille au tout début, puis de tout son entourage à terme, même dans son travail. Cette pensée peut aussi devenir une addiction. Par exemple, on se sent bien uniquement des gens qui vont mal. Ou alors, ce qui nous plaît, c'est d'avoir nos amis. On a 2-3 amis qui sont nos meilleurs amis. Ce
sont des gens qui sont défaillants, qui ont un problème. Quand on les appelle, on se dit voilà, je vais pouvoir prendre mon rôle, je vais pouvoir les aider, je sers à quelque chose parce que c'est ma mission de vie. Donc finalement, on cherche régulièrement à devenir le pansement et on a besoin que l'autre soit le patient dans tout type de relation qu'on peut avoir. Je vais vous donner 3 signes de codépendance affective qui sont faciles à repérer. Tout d'abord, c'est l'incapacité à se fixer des limites. Par exemple, les pensées des autres sont plus importantes que nos propres décisions. Ce passage-là vient d'un article sur le Cairn, il me semble bien, pour citer l'origine. L'incapacité à dire non, donc par exemple, c'est si jamais je dis non à quelqu'un, ça veut dire que je vais le fâcher et ça veut dire que indirectement, je peux perdre mon rôle de pansement et ça veut dire qu'aujourd'hui, si jamais cette personne est nocive et qu'elle me transmet son mal, si jamais je dis non, je ne serai plus victime de ça. Alors que finalement, je veux être un guérisseur et aussi quelque part victime de cette personne-là qui vient me pourrir la vie. Lorsqu'on accepte trop souvent des gens nocifs dans notre vie, lorsqu'on met dans son entourage, dans sa maison, des gens qui sont malsains, on devient quelque part victime de ça, mais c'est un rôle qui peut nous plaire. On a aussi une grande crainte de l'autorité. Par exemple, on redoute que quelqu'un nous fasse une remarque disant que notre rôle n'est pas celui-ci. On peut fuir la colère en se disant si jamais quelqu'un est en colère après moi, ça veut dire que je ne suis plus une personne pansement, ça veut dire que je ne peux pas la guérir, que je ne peux pas l'aider ou que j'ai mal fait ma mission d'aider cette personne ou de la guérir. Revenons sur, donc là on a vu comment est-ce qu'on devenait pervers narcissique, on a vu la personne en face qui était codépendante, quel était son rôle et comment ça s'est créé. Arrivons-en au pervers narcissique qui est addict à l'adoration. Donc on sent bien que d'un côté, on a une personne qui adore détruire et qui est mal de manière constante depuis son enfance, et on arrive face au profil du codépendant qui est une personne guérisseuse qui est là pour aider les gens. Sauf que dans un cas, le pervers narcissique qui adore détruire ne se guérira jamais. Dans l'autre cas, le codépendant qui adore guérir n'arrivera jamais à guérir cette personne-là, et c'est ce qui fait cette soudure qui est extrêmement forte entre ces deux profils. Le pervers narcissique, pour mieux le comprendre, est une personne qui adore se sentir valorisée. Et au passage, votre avis ne vaut rien. Vous êtes juste une source de ravitaillement pour lui. Il a besoin de personnes qui le valorisent, il va venir s'inventer une vie et vous êtes l'une des personnes qui va pouvoir le mettre en avant, l'aider, il va vous utiliser dans son entourage. Au tout début, c'est la meilleure personne de votre vie. On parle de love bombing, c'est quand au début, ça se passe extrêmement bien. C'est aussi une phase d'observation qui est géniale pour le pervers narcissique. Il va venir chercher vos failles, il va détecter que vous êtes une personne codépendante, il va détecter aussi par quelques tests que vous êtes une personne qui ne part pas lorsqu'il rentre dans des rages ou quand il vous demande des choses. C'est une personne qui prend, vous êtes une personne qui donne. Il va vérifier pendant cette période de love bombing que vous êtes bien une personne qui peut donner. Et s'il fait semblant de donner quelque chose, c'est juste pour vous donner un peu l'échange, pour voir si en échange vous êtes capable de donner aussi. Et c'est quelque chose qui sera totalement faux. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est un travail qui date d'il y a 2 ans. Il me semble que ça vient aussi du Cairn, si je ne me trompe pas, qui explique pourquoi est-ce que les hauts potentiels sont des cibles géniales pour ça. Un haut potentiel est une personne qui, depuis sa plus tendre enfance, s'est fié au comportement de l'autre pour déterminer ce qui était bien ou pas. Un haut potentiel se sent différent par rapport aux autres. Il se sent différent dans sa vie. Et comme on est toujours un peu en différence par rapport aux autres, on s'est adapté à ce que tous les autres pensaient pour établir notre propre avis. Donc ça veut dire que lorsqu'on tombe face à un pervers narcissique, il y a 3 choses qui se passent. La toute première, on se dit « Ok, je suis différent, mais cette personne-là me reconnaît comme génial dans ma différence. Cette personne-là m'adule dans ma différence. » Donc tout d'un coup, on se sent enfin bien dans notre vie. On a rencontré une personne qui nous aimait pour qui on était vraiment, à tort malheureusement. Deuxième phase, lorsque le love bombing est fini, qu'on arrive dans la phase de descente, la personne en face de nous, on ne la comprend plus, mais comme on est HP et qu'on s'est toujours senti différent des autres, on se dit c'est juste normal, c'est quelque chose que je connais depuis ma plus tendre enfance, être différent. Et là encore une fois, je suis différent de cette personne-là et je ne comprends pas pourquoi et je vais m'adapter. Et donc on arrive, première phase love bombing, à une valorisation de notre différence qui est géniale parce qu'on l'a cherché depuis si longtemps. Deuxième phase, on retombe dans le schéma d'enfance.
L'autre en face me montre qu'il y a une différence, que ça ne va pas, et je dois m'adapter et me suradapter par rapport à ça. Donc, revenons à notre sujet. Quand le masque tombe, le pervers narcissique devient enfin lui-même. Ça y est, on peut voir son vrai visage, qui il est vraiment. Il va attaquer souvent sur les 4 piliers que vous devez avoir vécu si vous êtes en présence d'un pervers narcissique. Travail, santé, famille, amis. Chacun de vos piliers va y arriver. Ton travail n'est pas si bien que ça. Ta santé, t'en prends pas soin. Ta famille est délirante. Tes amis ne valent rien. D'ailleurs, tes amis m'ont parlé de toi. Ils m'ont dit que tu n'étais pas une personne qui était chouette. Ils m'ont dit que tu avais un gros problème dans la vie. Et lorsqu'on demande de savoir qui est cet ami qui dit du mal de nous, ils me disent non, je ne peux pas te dire. Non, mais tous les gens pensent ça. Mais je ne peux pas te dire parce que je suis loyal vis-à-vis d'eux. Et là, tu te dis, mais je comprends pas. On est censé être en couple ensemble. Et pourtant, c'est à eux que tu parles de ça. Et si tu as parlé de ça avec eux, c'est probablement que tu as dû dire du mal aussi de moi. Tu m'as pas défendu, j'imagine, à ce moment-là, quand ils ont dit ça. Pourquoi vous avez parlé de ça? Et tu arrives dans cette espèce de zone de flou où on t'attaque sur tous tes piliers, sur des choses qui sont extrêmement floues. Tu sais pas exactement pourquoi ta santé n'est pas bonne, pourquoi est-ce que ta famille va pas. Même s'ils n'ont jamais vu ta famille, ils vont aller la critiquer. Leur idée, c'est de prendre le contrôle. Il faut savoir que tout ce qui perturbe leur image idéale leur fait peur et donc ils vont venir vous punir. On peut même parfois être puni pour ne pas avoir eu besoin d'eux. Vous partez en vacances, vous partez en week-end avec des amis, vous n'avez pas eu besoin d'eux, vous êtes puni derrière et la punition est cruelle. Vous pouvez aussi être puni pour un « non, je ne veux pas faire ça ». Pourquoi? Cette personne qui te contrôle te dit quoi? Tu ne veux pas faire ce que je te demande de faire et là la punition est atroce. C'est cruel et en même temps, c'est juste le miroir de ce que eux vivent en intérieur. Faites-moi confiance, c'est dur d'être victime d'un pervers narcissique, mais pour rien au monde, vous voudriez être dans la peau d'un pervers narcissique. Le mal que vous vivez temporairement, c'est quelque chose qu'ils vivent depuis leur plus tendre enfance. Le point d'après est essentiel. Vous devez comprendre que pour eux, ce que vous êtes en train de vivre, la destruction de votre vie, pour eux, ce n'est qu'un jeu. C'est-à-dire, c'est quelque chose de ludique, de rigolo. C'est quelque chose qui les excite au quotidien. Et il faut comprendre que ils ont un réel problème mental qui est classifié dans tous les documents des psychologues, que ce soit les livres avec lesquels on forme les psychologues, les psychiatres français, les psy américains. C'est classé comme étant une maladie mentale. Et on peut avoir très bien un pervers narcissique qui est adorable le matin et le soir, il va venir te détruire totalement. Tu ne sais jamais à quel moment ça va arriver et du coup, tu ne sais jamais quand activer tes défenses parce que ça peut tomber n'importe quoi. Tu peux passer les plus belles vacances de ta vie, mais vers le milieu des vacances, ça y est, on te détruit, on s'acharne sur toi et tu comprends même pas ça. Mais tu sais aussi que dans quelques heures, ça va revenir dans la phase sympa où tout se passe bien. Et ils peuvent même te détruire pour ton bien. Ah, je te dis que tous tes amis disent du mal de toi, et je te dis ça pour ton bien, je te dis ça pour t'aider. Et là, tu comprends la zone de flou. Je te dis quelque chose d'extrêmement négatif et c'est pour t'aider. Et c'est ce qui crée cette espèce de confusion mentale. C'est parce que non seulement les phases s'alternent, elles sont dures, elles sont répétitives et ça va être de plus en plus fort avec le temps pour voir ce que vous allez pouvoir supporter. Il y a des études de 1948, il me semble, sur des rats de laboratoire et des expériences d'électrocution de rats qui montrent qu'avec le temps, les rats peuvent subir de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, ce qu'ils n'auraient pas subi au tout début, au bout d'un moment, ils peuvent le subir parce qu'on va subir de plus en plus ces attaques qui vont être incessantes. Au début, c'est juste une mauvaise phrase de temps en temps et ça va arriver chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ça va revenir de plus en plus. Ils ont besoin de ce qu'ils appellent un approvisionnement narcissique. Imaginez une voiture qui aurait besoin d'essence. Vous êtes l'essence de leur voiture. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet approvisionnement, ils peuvent le trouver chez vous, ils peuvent aussi le trouver chez beaucoup d'autres mondes. Vous êtes une ressource remplaçable. Si jamais j'ai pas d'essence quand je vais chez Esso, je vais chez Total ou je vais ailleurs. Pour vous, c'est pareil. Ce qui vous est en train de ruiner, de détruire votre vie, c'est juste quelque chose qu'ils peuvent trouver chez beaucoup d'autres personnes en quelques minutes. Et ce jeu peut aussi les conduire à de la rage. De la rage quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, quand ils sentent que vous n'avez pas agi exactement comme ils le souhaitaient. Ou cette rage pour juste tester vos limites, pour venir jouer avec vous, voir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça. Donc en tant que codépendant, on a toujours ce désir de retour à la période
idéale, celle du love bombing, celle du tout début, celle qui au final n'a jamais existé. Ce que vous devez savoir, c'est que malgré tous les signaux que vous avez vus, malgré toutes les choses qui vous font croire qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la bienveillance, que ce soit en couple, en amitié, avec vos parents, il n'y a pas de vrai amour. Ce qui ressemblerait le plus à de l'amour chez un pervers narcissique, c'est ce qu'on pourrait appeler un besoin de ravitaillement et de peur d'abandon de leur super-ego. Un pervers narcissique est une personne qui a un ego démesuré, même s'il ne fait absolument rien dans sa vie, il a un ego génial. Il doit être respecté par tout le monde, il doit être adoré par tout le monde. Seulement les gens extrêmement importants et intelligents peuvent le comprendre parce que c'est une personne géniale. Donc ce que vous estimez être de l'amour et qui est normal chez vous, c'est ouvrir votre cœur, se livrer, de construire à deux, et chez eux c'est totalement différent. C'est juste un besoin de ravitaillement. Vous avez peut-être aussi eu à un moment donné un malaise entre les paroles et le comportement. C'est ce qu'on pourrait mettre dans les drapeaux rouges que vous auriez pu voir au début pendant le love bombing. Par exemple, vous faites l'amour avec cette personne et vous avez l'impression que entre l'émotion que vous ressentez quand vous êtes dans cet acte intime et ce que l'autre devrait donner, il y a un décalage. Vous vous sentez comme distant. Vous êtes très proche, pour autant vous êtes distant. Vous pouvez aussi sentir que lorsque l'autre vous dit « je t'aime et je pense à toi », etc., vous avez un doute toujours. Il y a un tout petit malaise qui va s'installer pendant la période de love bombing. Vous vous dites « si l'autre m'aimait vraiment, est-ce qu'il se comporterait vraiment comme ça ?» Lorsqu'il me dit oralement qu'il m'aime ou qu'on est proche, etc., est-ce que ces gestes, ces actes correspondent à ça? Même aujourd'hui, quand la phase est ascendante, quand ça se passe bien, par exemple le matin, quand l'autre est bien, est-ce que ça se passe bien ou est-ce que s'il m'aimait vraiment, on viendrait, on se ferait un câlin, on se prendrait dans les bras de manière honnête? Une personne qui est pervers narcissique ne peut pas avoir ce genre d'intimité. C'est une personne qui est créatrice de murs, de barrières. On ne peut pas être l'un contre l'autre physiquement. Ça n'existe pas. C'est pas possible dans leur chose. Ça peut aussi être des choses bizarres comme par exemple « je t'ai fait ce cadeau un jour, donc tu m'es redevable d'eux ». Est-ce qu'une personne vraiment amoureuse ou qui t'aime ou qui a beaucoup d'amitié te ferait un cadeau pour te le reprocher après pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Non, si on fait un cadeau, on n'attend rien en échange en principe. Ou alors on n'en reparle pas. On n'a pas besoin de « je t'ai fait un cadeau, donc tu m'es redevable d'eux ». Donc il y a une espèce de malaise entre parole et comportement. Et on l'a vu, c'est comme pour les rats de laboratoire, chaque jour renforce l'abus, jusque dans la limite de ce que vous pouvez supporter. Si à un moment donné vous ne le supportez plus, ils font 3 pas en arrière et ils recommencent. Et ils recommencent. Et dès que vous ne supportez plus, ils font 3 pas en arrière et ils s'excusent. Ils s'excusent, on s'entend, ils redeviennent à peu près normaux et ils recommencent 3 jours après pour vous remettre dedans. Et donc, chaque jour, on est capable de supporter un peu plus. Parfois, ça va durer 3 mois, 6 mois, quand c'est une relation amoureuse qui débute et qu'on y met fin après. Ça peut aussi durer toute une vie. J'ai des clients chez qui ça a duré 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec en plus 3 enfants dans l'équation, des maisons, donc des scénarios qui sont assez compliqués à changer. Et finalement, plus ça va, plus on devient docile à tout ça. On apprend que, au final, quand on lutte, ça marche pas. L'autre devient fou, l'autre devient enragé. On apprend que lorsqu'on dit quelque chose qui ne convient pas, l'autre peut nous punir extrêmement violemment. Ça peut nous punir de manière orale en nous insultant, ça peut aussi être du traitement silencieux. Plus de paroles, plus d'émotions pendant 2-3 semaines. Donc on devient docile dans le sens où on se dit j'ai 3 enfants avec cette personne, je dois faire attention, je ne dois pas me comporter comme ci et comme ça pour que ça se passe bien. Et si c'est pas pour mon bien, c'est pour le bien de l'autre, c'est pour le bien des enfants, c'est pour le bien de la famille, etc. Il y a quelque chose qui m'a extrêmement choqué quand j'ai découvert toute l'ampleur du monde des pervers narcissiques qui ruinent la vie de milliers, millions de personnes. Du coup, c'est qu'ils ont une capacité à pousser les boutons qui vous rendent fou. Pendant la période de love bombing, ils vont apprendre qui vous êtes et après ça, vous allez vous livrer pendant cette période. Vous allez donner vos failles, vos peurs, etc. Et ils vont noter chacune de ces peurs, chacune de ces failles qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Ils vont les noter pour les utiliser après. J'ai des clients qui m'ont dit, des clients extrêmement calmes, que ce soit des hommes, des femmes, des mecs très balèzes, des femmes très frêles, qui m'ont dit à un moment donné, je me suis retrouvé à me taper la tête contre un mur ou contre un placard pour que ça s'arrête.
Le client me disait, j'ai jamais vécu ça de ma vie avant. Je pense que je le vivrai jamais après. J'en suis arrivé à me taper la tête contre un mur juste pour que ça s'arrête. Des gens qui m'ont dit d'être perdus dans la rue, à même plus savoir comment ils s'appelaient pour que ça s'arrête. Parce qu'ils vont utiliser ce qui vous fait réagir. Que vous soyez dans la relation aujourd'hui, que vous quittiez la relation ou que vous ayez encore des contacts par SMS ou pour les enfants par appel derrière, ils vont toujours utiliser ces choses. Si votre point faible, c'est les enfants, ils vont utiliser les enfants. Si votre besoin, c'est de l'intimité, c'est d'être ensemble, ils vont utiliser cette intimité pour ne plus rien vous donner. Ce sera la grève des relations intimes pendant quelques temps. Si jamais vous avez besoin de parler parce que vous êtes dans une période où vous avez envie de communiquer, ils vont utiliser ça pour ne plus vous parler. Si jamais ils savent que vous avez besoin d'affection comme tout être humain sur Terre, besoin d'un câlin, d'un je t'aime, de quelque chose de sympa, de positif, ils vont utiliser ça, ils vont utiliser tous vos piliers. On a tous des boutons rouges, même les pervers narcissiques ont aussi des boutons rouges, même le président de la République a des boutons rouges, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas appuyer. Si on est une personne bienveillante, on ne va pas aller appuyer dessus. Et bien ce sont des personnes qui vont les détecter, qui vont les trouver et qui vont en jouer, qui vont appuyer exactement à l'endroit qui va vous rendre dingue, parce qu'on s'en rappelle, c'est un jeu pour eux. Si j'utilise ce genre de phrase, ça va le rendre fou. Et ce qui est délicat dans ce genre de choses, c'est que lorsqu'on va en parler à nos amis, quand on va dire, tu te rends compte, mon ex ou mon copain ou ma copine ou ma femme ou mon père m'a dit ça aujourd'hui, ça m'a rendu fou. Vos amis pourraient vous dire, mais c'est pas si grave que ça. Oui, t'as dit que t'étais pas un bon père, t'étais pas une bonne mère, t'étais comme ci, t'étais comme ça. C'est pas grave, t'en fous. Sauf qu'en fait, ce que tes amis savent pas, c'est que c'est peut-être ton sujet sensible, c'est peut-être la chose chez toi qui est difficile, qu'ils vont venir utiliser. Et chez un autre, ça marcherait pas. Et donc, on est toujours sur de l'attaque qui passe sous le radar. Si t'en parles, c'est tellement une attaque qui est lente, qui est en douceur, qui vient taper pile aux bons endroits, que si t'en parles à quelqu'un, l'autre ne te comprendrait pas, sauf que toi, tu sais que c'est le genre de sujet sur lesquels il fallait pas t'attaquer. Tu sais que c'est le genre de sujet qui te rend fou. Tu sais qu'il faut pas en parler. Chez quelqu'un d'autre, ça marcherait pas. Mais c'est tes propres boutons rouges. C'est ceux qui te rendent dingue, qui vont créer de la confusion, qui vont créer de la colère. On va parler de la revanche et aussi, surtout, du fait d'aller mieux. Dans un instant, j'aimerais juste vous rappeler que si jamais ce genre de conseils vous font du bien, cliquez sur je m'abonne, cliquez sur la cloche, faites le quiz pour savoir si vous vous trompez ou pas, si vous êtes fou ou pas. Est-ce que cette personne est un pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Laissez-moi des commentaires. J'ai des commentaires qui sont intelligents parce que vous êtes une population qui est extrêmement intelligente, sensible, gentille, qui vous voulez le bien des gens. Mettez-moi un commentaire, racontez-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu, ou si l'un des exemples que je donne vous parle aujourd'hui. La revanche, elle est vaine en plusieurs choses. Tout d'abord, et c'est un concept chez moi qui a pris beaucoup trop de temps. Ça m'a pris quelques semaines avant de le réaliser, quelques semaines pendant lesquelles je me suis battu comme un âne dessus. Tout d'abord parce que le pervers narcissique l'attend. C'est-à-dire que cette revanche, ce combat de boxe, ce ring psychologique, il attend que vous montiez dedans parce qu'il a gagné. Il vous a rendu fou. Et je vous rappelle que dans l'une de ses sources d'approvisionnement, le fait de vous rendre fou est une jouissance. C'est quelque chose qui l'excite, qui le rend heureux. Donc, la revanche, l'énervement, la colère, les cris, toi t'es un pervers narcissique, toi tu me détruis, toi t'es fou. L'autre l'attend, il n'attend que ça. Ça crée de l'attention pour cette personne. Et malheureusement, derrière, ça ne mène à rien. On a ce sentiment, on se dit, je deviens fou. Tout d'un coup, je regarde ces vidéos d'Antoine ou de certains de mes confrères ou des livres qu'on peut lire ou le psychologue, le psychiatre qu'on va voir et on se dit, ça y est, je ne suis pas fou, je l'ai enfin compris, ça y est. Mais on attend malheureusement cette information de l'autre. Dans une discussion normale avec une personne saine, si jamais j'ai un point de vue différent d'une personne saine, prenons n'importe quel sujet, un sujet politique. J'invite un ami, on se boit un café, on a des différences politiques sur un point. Il donne son avis, je donne mon avis. On peut soit dire que l'un des deux a raison, lui ou lui, soit trouver un nouvel avis qui sera une espèce de chose conjointe des deux et on saura quelque chose. Et on peut même repartir avec un avis différent. Là, malheureusement, on essaye d'avoir la raison sur le fait qu'on n'est pas fou et que c'est l'autre qui nous tyrannise et qui nous rend victimes de sa rage et de sa haine. Sauf qu'en fait, l'autre ne nous le dira jamais, bien évidemment. Parce que vous rendre fou fait partie du truc. Donc,
On peut se retrouver avec ce sentiment de rage non assouvi. Cette personne m'a fait souffrir, je veux que cette personne souffre aussi. Cette personne m'a fait du mal, je veux la détruire. Ce qui est totalement normal. Dans une cour de récréation avec des enfants, quand le petit garçon tire la couette de la petite fille lui met un coup de pied, ils ont eu mal de la même manière. Peut-être même que la petite fille mettra un plus gros coup de pied pour qu'il ait plus mal que ce que l'autre lui a fait. Sauf que dans ce cas de figure, la rage n'est pas la bonne solution. L'ignorance est une bonne solution. Ignorer l'autre, couper les ponts, couper sa source de ravitaillement. Malheureusement, ce sera de courte durée, parce que l'autre va vous remplacer en 5 minutes par d'autres personnes. Mais votre revanche, ce sera de ne plus être sa source de ravitaillement. Faut-il vivre avec ça à vie? Comme pour tout traumatisme, ça prend du temps. C'est normal, le temps fait partie nécessaire des choses. Voir des vidéos, comprendre que oui, on a été victime de ce genre de personnes. Oui, on comprend le processus. Oui, on comprend que l'autre finalement est quelque part, le pervers narcissique, c'est quelque chose qui est dur que je vais dire, est aussi un peu victime de sa propre vie, de son enfance, de sa vie. Vous ne voudriez pas être dans la vie d'un pervers narcissique. Et après ça, on peut aussi comprendre pourquoi est-ce que nous, on a été victimes. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce besoin de vouloir guérir l'autre à tout prix. Pourquoi on s'est mis en tête de vouloir sauver tous les gens, alors qu'on devrait juste savoir dire stop. Donc, on ne doit pas vivre avec ça à vie, sauf si on décide de se mettre dans la case des victimes à vie. Pour s'en sortir, il suffit de se dire « Ok, j'ai été victime de quelque chose, d'une situation où la personne qui m'a attaqué était délirante, totalement délirante, ou moi j'ai voulu la sauver à ma manière, j'ai pas réussi, et tout ça c'est fini, parce qu'aujourd'hui je progresse chaque jour dans le fait déjà de ne plus contacter l'autre, et dans le fait d'être moi-même meilleur dans ma vie, et d'être moins codépendant. Et là j'aurai une vie qui sera beaucoup plus heureuse, je vais retrouver un rapport normal avec les choses, avec les gens de mon entourage, avec mes amis, avec mes collègues de travail, dans mes relations amoureuses, je vais retrouver une vie heureuse, et ça va passer, je vous rassure. Ça passe avec le temps si on travaille dessus. Plus on travaillera dessus, plus on écoute de vidéos, de conseils, plus on les lit, plus ça va vite. Mon objectif, c'est pas de vous garder sur cette chaîne toute votre vie. Mon objectif, c'est de vous faire aller mieux le plus vite possible et que finalement vous arrêtiez à terme de voir ces vidéos dans quelques temps quand vous vous sentirez en forme suffisamment fort pour ça. Le contact avec le pervers narcissique mène à la folie. Si jamais vous devez envoyer par exemple un SMS parce que vous avez des enfants ensemble, ce qui est le cas de beaucoup de relations avec des pervers narcissiques que j'ai au téléphone en tout cas, envoyez le moins de mots possible, les SMS les plus courts possibles. Si jamais une réponse, on coupe tout juste à l'essentiel. Il y a besoin de 3 mots, vous mettez 3 mots dedans. Si on n'est pas obligé d'envoyer ce SMS, on ne l'envoie surtout pas. Après ça, les enfants grandissent, au bout d'un mois ils seront autonomes, il n'y aura plus besoin de tout ça. Tu es face à une personne qui a une maladie mentale. Et finalement, ce pervers narcissique est une personne qui a une maladie. Et le risque de trop fréquenter ce genre de personnes, c'est aussi de développer une maladie mentale nous-mêmes. Alors, pas aussi forte qu'eux, mais dans le temps, ça peut mener à de la folie, en quelque sorte. Donc, couper les liens est extrêmement important. S'en protéger, faire pour que ça aille mieux. Et il est aussi important de savoir que abuser de quelqu'un, c'est facile. Ça prend, dans l'occurrence, pour les pervers narcissiques, ça prend quelques temps. Et s'en remettre, on peut penser que c'est difficile. Mais ça se fait aussi, ça se travaille. Tu as vécu pendant 20 ans avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Fais ton travail. Au bout de 6 mois, 1 an, ça va aller mieux. Tu vas te sentir d'attaque et tu auras une super vie ensuite. Et puis, pense aussi au bon moment. Pervers narcissique était délirant dans ta vie. Il y avait probablement aussi peut-être 5-10% de bons moments auxquels tu peux te raccrocher pour te dire non, ce n'était pas que du temps perdu. Vous avez aussi eu des enfants peut-être ensemble qui sont des super enfants. Vous avez aussi fait peut-être des voyages, des choses qui étaient sympas. Focus-toi sur le positif parce que tu en as encore beaucoup plus qui va arriver juste après. En parler, c'est extrêmement important. Suite au quiz, tu verras, il y a un numéro de téléphone pour appeler mon équipe, c'est totalement gratos. Tu peux raconter ta vie, c'est sans jugement, c'est anonyme. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, on est là pour toi. Ça peut aussi être d'aller voir un psychologue, un psychiatre. Ça peut être de lire des livres, ça peut être aussi en parler à ses amis. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas rester dans le rôle de la victime. Certes, il m'est arrivé ça pendant un temps et j'en étais victime. C'est une certitude. Maintenant, je dépasse ce rôle de victime. Je comprends comment est-ce que je peux gérer ma codépendance, comment est-ce que je peux progresser et comment est-ce que je peux faire pour que les 10 ans, 20 ans, 100 ans qui me restent à vivre
sois les plus heureux possible parce que j'ai appris de cette expérience. J'ai appris des choses et je n'en garde que le positif. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aiguillé. Mettez un pouce, partagez si ça peut aider des amis que vous avez. Et il y a le quiz pour savoir si la personne est vraiment pervers narcissique ou pas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.